Les ETF sont des actifs exceptionnels qui permettent à la majorité des investisseurs d'obtenir une très grande diversification à moindre coût. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si Warren Buffett, l'investisseur de légende, a lui-même déclaré que pour l'investisseur lambda, investir dans un ETF qui a des faibles frais de gestion et qui réplique la performance d'une grande place boursière telle que le S&P 500 est sans aucun doute la meilleure stratégie qu'un investisseur puisse implémenter. Par contre, la popularité des ETF pousse les sociétés de gestion à créer énormément d'ETF afin de satisfaire la demande des investisseurs, et donc au jour d'aujourd'hui, il existe une offre pléthorique d'ETF et tous les ETF ne valent pas forcément la peine d'y investir votre argent. Aujourd'hui, je souhaite parler des ETF qu'il faut essayer d'éviter à tout prix si vous êtes un débutant qui se lance en bourse. Les premiers types d'ETF qu'il faut éviter lorsque vous débutez en bourse, ce sont les ETF or. Cela va paraître surprenant parce qu'on sait tous que l'or est un actif qui est historiquement considéré comme une réserve de valeur, qui est universellement acceptée, qui transcende d'ailleurs toutes les cultures depuis des millénaires. L'or est une ressource donc relativement rare, qui est très convoitée, puisque contrairement à la monnaie papier, qui comme le disait Voltaire revient inévitablement à sa valeur intrinsèque qui est zéro, l'or garde de la valeur depuis très longtemps, et cela à travers toutes les cultures. Le seul inconvénient de l'or, bien évidemment, c'est le stockage. Si vous détenez énormément d'or physique, le stocker devient compliqué. Si vous le stockez chez vous, vous n'êtes jamais à l'abri de vous faire cambrioler. Et si vous le stockez dans une banque par exemple, il y a toujours le risque que la banque se fasse cambrioler aussi. Et vous devez également payer pour stocker cet or, ce qui peut coûter très cher. C'est pourquoi donc investir dans un support papier qui permet d'investir dans l'or, comme par exemple un ETF, fait beaucoup de sens pour les investisseurs, du moins en théorie. Alors l'argument principal qui est avancé pour investir dans les ETF or, c'est qu'investir dans un ETF or permet d'investir indirectement dans l'or, ce qui théoriquement permet de se protéger contre l'inflation et l'érosion du pouvoir d'achat. C'est un argument qui est souvent cité par les défenseurs de l'or, mais la réalité est beaucoup plus nuancée. Dans une étude publiée en 2013 qui s'intitule The Golden Dilemma, Claude Herbe et Campbell Harvey ont étudié l'or sur une période historique très longue et ils ont conclu qu'il y a peu de preuves que l'or est une protection efficace contre l'inflation, que ce soit à court ou à long terme. L'argument qui présente l'or comme une valeur refuge contre l'inflation n'est pas prouvé par les données empiriques et ils ont rajouté qu'il est possible que le pouvoir d'achat de l'or baisse de manière significative en période hyperinflationniste, alors que tout le monde s'attend à ce que ce soit le contraire, c'est que justement en période inflationniste, l'or se comporte très bien. Donc déjà que l'or en tant qu'actif en lui-même n'est pas forcément la meilleure protection contre l'inflation, les ETF or sont encore pires. À court terme, le prix de l'or peut s'envoler et générer d'excellents rendements pour les investisseurs qui ont investi avant que les prix flambent. Par contre, pour les investisseurs qui attendent d'investir après que le prix ait flambé, la situation est beaucoup plus délicate. Beaucoup de gens qui ont investi lorsque l'or a atteint des pics ont dû attendre extrêmement longtemps pour rattraper leurs pertes. D'ailleurs, même si vous avez investi lors du pic précédent de l'or, vous venez tout juste de redevenir rentable. Donc pour beaucoup d'investisseurs, les rendements de l'or ne sont pas très reluisants. Il y aurait énormément de choses à dire sur les ETF or. On peut citer de nombreux risques. Premièrement, le risque de contrepartie, c'est-à-dire que les sociétés de gestion qui offrent des ETF or ne stockent pas elles-mêmes l'or physique qu'elles prétendent détenir. Elles délèguent cette tâche à des banques ou à d'autres sociétés privées. Et ces banques et ces sociétés peuvent elles-mêmes redéléguer cette tâche à quelqu'un d'autre. Donc en fait, il y a un risque de contrepartie très élevé. Toujours le risque, donc le mandataire ne remplisse pas ses obligations telles que prévues contractuellement. Ensuite, lorsque vous investissez dans un ETF or, cela ne veut pas forcément dire que la société de gestion possède l'équivalent de la valeur des actifs sous gestion. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle détient cette valeur en or à l'instant T. Donc en réalité, on ne sait même pas si investir dans un ETF or donne une exposition directe à l'or. Mais au-delà de tous ces arguments, il y a un argument qui a le plus de poids, c'est bien évidemment les rendements à long terme des ETF or. Pour les investisseurs qui cherchent à investir à très long terme, il existe des meilleures alternatives. Alors on va passer en revue la performance à long terme de certains ETF or très connus, afin d'illustrer le propos. Par exemple, l'ETF Lyxor Arca Gold Bugs a généré un rendement de 21% sur un an, ce qui est impressionnant, de 35% sur 5 ans, qui est très impressionnant, mais de moins 36% sur 10 ans. Donc quelqu'un qui aurait acheté cet ETF il y a 10 ans aurait perdu 36% du capital investi. L'investisseur à long terme est donc perdant, et d'ailleurs, de manière plus générale, cet ETF présente un profil risque-rendement très défavorable, puisqu'il est noté 3 étoiles sur 5, mais qu'il a une note de risque de 7 sur 7, c'est-à-dire en termes de profil risque-rendement, c'est très défavorable pour l'investisseur. Ensuite, on a l'ETF iShares Physical Gold qui aussi sur le long terme a généré des rendements pas du tout satisfaisants
Il y a un rendement annuel moyen de 12% sur 3 ans, 8% sur 5 ans et 0,53% sur 10 ans, c'est-à-dire un rendement qui est inférieur à beaucoup de fonds obligataires. On peut citer aussi l'ETF iShares Gold Producers qui investit donc dans des sociétés qui produisent de l'or et il a un rendement annuel moyen négatif sur 10 ans, donc l'investisseur à long terme dans tous ces ETF aurait été perdant. Donc certes, à court terme, ces ETF ont tendance à flamber, et ceux qui ont investi avant la flambée du prix de l'or vont peut-être gagner, mais les gens qui investissent maintenant que les cours ont augmenté de façon importante prennent énormément de risques, puisqu'il suffit que la situation économique et géopolitique mondiale se stabilise pour que le cours de ces ETF chute brutalement, et cela peut prendre des années avant de récupérer vos gains. C'est donc un investissement très risqué pour les gens qui cherchent à se construire un portefeuille solide à long terme. Alors comment faire si vous souhaitez investir en or? Si vous voulez vraiment investir dans un ETF, il y a un seul ETF vraiment potable que j'ai trouvé, c'est l'ETF Wisdom Tree Physical Swiss Gold qui a généré un rendement de 40% depuis 2017 et qui a des performances relativement stables. Donc c'est un des seuls bons ETF que j'ai trouvé. Il en existe certainement d'autres, mais celui-là c'est déjà un bon point de départ. Ou éventuellement acheter de l'or physique. Si vous n'avez pas de trop grosse quantité, vous pouvez le stocker chez vous en prenant soin de dire à personne que vous avez de l'or physique chez vous afin de ne pas attirer les convoitises. Mais à titre personnel, je ne conseillerais à personne d'acheter d'ETF or s'il souhaite investir à très long terme. Le deuxième type d'ETF qu'il faut éviter, ce sont les ETF à levier. Les ETF à levier utilisent des produits dérivés pour générer des rendements qui sont largement supérieurs aux indices de référence. La possibilité donc de générer des gains qui sont largement supérieurs aux indices de référence fait que ces ETF attirent et intéressent énormément d'investisseurs. Par exemple, l'ETF Lixor Nasdaq 100 Daily x2 affiche une performance cumulée de plus de 2000% sur 10 ans. Forcément, les investisseurs qui cherchent à surperformer le marché sont très attirés par ce genre d'investissement. Et par exemple, les investisseurs qui, fin 2021, ont découvert cet ETF ont dû être très intéressés et très tentés d'y investir leur capital. Par contre, il faut se rappeler que ces ETF utilisent des produits dérivés qui sont donc extrêmement risqués. Vos gains peuvent être extrêmement élevés, mais vos pertes peuvent être également très élevées. Par exemple, celui qui a investi sur un ETF à levier sur le CAC 40 au cours des 10 dernières années, parce qu'il pensait peut-être que le CAC 40 allait baisser, que ça allait être un bon investissement à long terme, eh bien il a perdu plus de 90% de son capital. En fait, les ETF à levier sont surtout destinés aux investisseurs qui souhaitent faire de la spéculation à court terme, et ces ETF généralement doivent être détenus pour une seule session boursière et non pas plusieurs jours, plusieurs semaines, parce qu'il suffit que la bourse augmente un jour d'1%, vous gagnez 2% sur un ETF à levier x2, mais si demain la bourse baisse de 2%, ben vous perdez 4%, et ainsi de suite. Et donc en fait, c'est extrêmement risqué de détenir ces ETF pendant des périodes plus longues qu'une seule session boursière. Pour acheter ces ETF, il faut vraiment savoir anticiper les hausses et les baisses du marché, ce qui est extrêmement difficile à faire. Et en plus, cerise sur le gâteau, beaucoup de ces ETF ont des frais qui sont élevés parce qu'ils sont gérés de manière active. C'est pourquoi donc les débutants doivent éviter à tout prix les ETF à effet de levier parce que ce sont des produits très risqués, ce ne sont pas le genre d'ETF qu'on achète et qu'on garde en portefeuille pendant des très longues périodes, et donc il faut plutôt éviter ce genre d'ETF lorsqu'on cherche à investir de manière passive en bourse. Alors comment faire si vous souhaitez investir avec un effet de levier? Eh bien il faut se détourner de la bourse et plutôt chercher à investir en immobilier par exemple, puisqu'avec un apport par exemple de 20 000 euros, vous pourrez théoriquement acheter un appartement qui vaut peut-être 200 000 euros, le mettre en location, et la personne qui loue votre appartement va en gros payer votre hypothèque. Et à la fin de cette hypothèque, vous aurez 200 000 euros si vous revendez l'appartement, sans mentionner éventuellement les potentielles plus-values que vous pourrez réaliser. Donc l'immobilier est en général un investissement beaucoup plus intéressant pour prendre avantage de l'effet de levier, plutôt que la bourse qui est beaucoup plus risquée. Le troisième type d'ETF qu'il faut éviter, cela va peut-être surprendre certains, ce sont les ETF matières premières. Les matières premières font la une des journaux en ce moment puisqu'on vit dans une situation inflationniste qui est aggravée par la crise en Ukraine, ce qui veut dire que les matières premières et l'énergie sont en train de flamber en ce moment et donc beaucoup d'investisseurs sont intéressés par les ETF matières premières dont les cours s'envolent. Malheureusement, la volatilité inhérente des matières premières fait que ce sont des investissements à long terme qui sont douteux et qui forcément sur des périodes très longues ne vont pas forcément produire les résultats que vous espérez. Il suffit d'ailleurs d'analyser la performance des grands ETF matières premières pour s'en rendre compte. Sur le court terme, les cours peuvent s'envoler, mais à très long terme, en général, la situation revient à la normale et la performance de ces ETF ne présente pas un profil risque-rendement acceptable pour un investisseur rationnel qui peut allouer son capital à d'autres investissements qui ont un profil risque-rendement beaucoup plus favorable. Par exemple, l'ETF Invesco Diversified Commodity, c'est un ETF qui investit sur un grand nombre de matières premières dont l'essence, l'or, le blé,
l'aluminium, le maïs ou encore le sucre via des contrats de futurs, puisqu'il faut savoir que beaucoup de ces ETF qui investissent en matières premières investissent via le biais de contrats de futurs. L'encours de cet ETF s'élève à plus de 8 milliards de dollars, c'est donc l'un des ETF majeurs et les plus importants dans le monde, et il a généré un rendement annuel moyen de seulement 3% depuis 2014, ce qui est donc pas du tout terrible pour un ETF dont l'objectif principal, selon le prospectus, est de générer une appréciation du capital à long terme. Avec un rendement annuel moyen de 3%, votre capital ne s'apprécie pas vraiment puisque c'est à peu près le taux de l'inflation sur la même période. On peut prendre par exemple aussi l'ETF Lyxor Equal Weight Commodity X Agriculture ETF qui traque la performance de beaucoup de matières premières hors agriculture. Et on voit que cet ETF a un rendement annualisé de moins de 5% sur 10 ans, ce qui également n'est pas terrible lorsqu'on prend compte du fait que c'est un ETF qui a un profil de risque élevé. Donc le profil risque-rendement, encore une fois, est défavorable. Donc pour l'investisseur rationnel, à long terme, ce genre d'ETF ne fait pas sens. Comment faire pour investir en matières premières? Eh bien, plutôt que d'investir dans des ETF qui sont basés sur des contrats de futurs, il est plus intéressant peut-être d'investir dans des ETF sectoriels qui investissent dans des entreprises qui sont impliquées dans ce genre de secteur. Par exemple, un ETF agriculture ou un ETF eau ou un ETF pétrole, par exemple, un ETF qui reproduit la performance d'entreprises du secteur de l'énergie, peut faire beaucoup plus de sens pour les investisseurs qui cherchent une exposition au secteur des matières premières, plutôt que les ETF matières premières qui sont basés essentiellement sur des contrats de futurs. Et enfin, le quatrième type d'ETF qu'il faut éviter lorsqu'on est débutant, ce sont les ETF des pays émergents. On sait tous que les économies émergentes sont les économies de demain, notamment les pays asiatiques, qui, selon le Forum économique mondial, vont contribuer à 60% du PIB mondial d'ici 2030. Il est donc très tentant pour beaucoup d'investisseurs d'investir dans des ETF qui reproduisent la performance d'un pays émergent. Mais en réalité, investir dans ce genre d'ETF est une très mauvaise idée, simplement parce que la situation politique, monétaire et économique de ces pays est souvent très instable et donc par conséquence, le cours de ces ETF est souvent très volatile. Comme beaucoup des ETF qu'on a cités précédemment dans cette vidéo, le profil risque-rendement de ces ETF ne justifie pas d'y investir votre capital. Beaucoup de ces ETF ont des notes de risque de 6 ou de 7 sur 7 avec des rendements à long terme, comme vous allez le voir, qui sont très insatisfaisants, qui sont très décevants. L'ETF qui illustre le mieux le propos est sans doute l'ETF Russie, qui, comme vous le doutez, a des performances désastreuses à court terme, mais les performances étaient déjà mauvaises à long terme avant même que la crise actuelle éclate. L'ETF a une note de risque 7 sur 7, et il a des frais de gestion qui sont de 0,65%. Donc déjà, on a affaire à un ETF très risqué qui a des frais de gestion très élevés. Donc on voit que le rendement est négatif cette année, bien évidemment, moins 70% ou plus depuis le début de l'année sur un an. Et les rendements à long terme ne sont pas mieux, bien évidemment, on en est sur du moins 60% sur 5 ans. Donc quelqu'un par exemple qui était intéressé par l'économie russe, eh bien il se retrouve aujourd'hui avec une perte de capital énorme. Donc c'est un risque très important d'investir dans ce genre d'ETF. On va continuer en citant beaucoup d'autres ETF pays émergents pour illustrer le propos. L'ETF iShares China, qui est donc investi dans des entreprises chinoises, a une note de risque de 6 sur 7 également. Il est en baisse de plus de 20% cette année. Donc encore une fois, on a affaire à un ETF qui est très volatile parce que la situation en Chine est très instable. Le gouvernement, du jour au lendemain, peut décider de nationaliser une industrie ou d'imposer des réglementations très importantes à l'encontre d'entreprises importantes ou dans de secteurs entiers de l'économie, ce qui fait que c'est très risqué pour les investisseurs d'y placer leur capital. On peut citer également un ETF Inde qui a une note de risque très élevée, des frais de gestion élevés aussi de 0,65%, et un rendement annuel de seulement 7,5% depuis la création de cet ETF, ce qui encore une fois est très faible au vu du profil de risque proposé par cet ETF. Prendre un ETF Brésil également, qui a une note de risque de 7 sur 7, donc la note de risque maximale, des frais de gestion qui sont extrêmement élevés et un rendement total de moins 20% sur 10 ans. Donc l'investisseur à long terme a perdu 20% de son capital. On peut voir un ETF qui est porté sur l'Amérique latine par exemple, qui a une note de risque de 7 sur 7 également, et un rendement total sur 10 ans qui est négatif de moins 14%. On peut voir un ETF Mexique par exemple également, note de risque de 7 sur 7, frais de gestion de 0,65% et un rendement cumulé de seulement 21% sur 10 ans, ce qui est extrêmement faible. Et enfin, pour finir, on peut citer également un ETF qui est porté sur des valeurs turques, qui a une note de risque également maximale de 7 sur 7, des frais de gestion de 0,45% et un rendement total de moins 50% sur 10 ans. Comme vous pouvez le remarquer, les ETF des pays émergents génèrent des rendements qui sont faméliques, souvent négatifs, qui sont décevants et donc le profil risque-rendement n'est pas du tout favorable pour y investir votre capital. Alors comment faire si vous souhaitez investir dans les pays émergents? Vous avez plusieurs options
Vous pouvez par exemple investir dans un ETF World, Total World Index par exemple. Donc un ETF qui va essayer de reproduire la performance d'entreprises qui sont cotées dans pratiquement tous les pays du monde, pays développés et pays en développement. Et donc vous allez avoir une exposition à ces valeurs internationales tout en ayant la protection d'être exposé également aux valeurs occidentales, ce qui va contrecarrer les mauvaises performances des pays émergents. Vous pouvez sinon investir dans des ETF ex-Europe ou ex-USA qui vont investir dans des valeurs internationales en excluant les valeurs occidentales, ce qui va vous permettre d'avoir une exposition plus grande à ces pays en développement. Donc je préfère investir sur des ETF World plutôt que dans des ETF des pays développés. Ou sinon, il faut passer beaucoup de temps à analyser chaque entreprise ou chaque pays dans lequel vous souhaitez investir afin de minimiser au maximum votre risque, sachant que le risque reste élevé dans tous les cas. Donc, de manière générale, il faut éviter les ETF des pays en développement. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne pour être notifié des futures publications. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.